questions à vous poser à tous les 5, mais peut-être que j'ouvre les échanges parce qu'on est un peu pris par le timing. Donc, oui. Donc, je pense que c'est Christine qui a mentionné la notion de nostalgie anticipatrice. Est-ce que j'ai bien? Anticipe. Je vais laisser Katharina. Non, mais Carl, il ne faut pas que tu poses cette question. Je vais pas m'arrêter de Est-ce que parler. chacun pourrait se présenter éventuellement comme ça Ah oui, pardon. Claire Terrien, professeur du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Et puis je parlais justement avec Julie que nous aussi, en tant que jeunes vieux, on n'est pas la génération qui est représentée dans l'installation, que j'ai adoré par ailleurs. Je fais la pub pour l'expo aussi. Mais on a ces mêmes réflexes peut-être de tourisme, de prendre des photos, mais en parlant avec Julie, je me dis c'est un peu ça, c'est la nostalgie anticipatrice. Enfin, ce que je crois comprendre de cette notion, est-ce que c'est que j'anticipe que je vais vouloir revenir à ces moments-là, tout simplement? Dans ce sens-là, mais on ne les revit jamais de la même façon, mais je te laisse... Je vois Katharina qui se retient. Non, parce que si je commence à parler de ça, ça va durer longtemps. On a constaté que aussi, comme cette sensation d'être à la maison, qui est aussi un réconfort quasiment nostalgique, surtout pendant la pandémie, donc il faut tenir compte de ça aussi pour les entrevues, mais qu'il y a une forme de... Je sais que quelque chose pourra me consoler plus tard, et les médias, les contenus médiatiques apaisent nos nostalgies parfois douloureuses. Donc on a ressenti ça dans les entrevues, parfois même très direct, donc même le mot nostalgie est utilisé, sinon on ne l'aura pas mobilisé là dans le contexte, et puis on ne l'avait pas immiscé non plus dans l'entrevue pour ne pas avoir cet a priori là, parce que c'est toujours très délicat quand on parle de nostalgie, mais il y avait, c'est comme peut-être aussi une carte postale un peu qu'on s'écrit à soi-même pour le futur, un peu ces moments-là où il y a ces captures et extraits qui sont sauvegardés. Mais qui soient toujours disponibles. Il y a vraiment cette idée de liste individuelle de lecture vers laquelle on peut toujours revenir, puis qu'on alimente, qu'on remodifie tout le temps, mais qui est toujours accessible. Donc la dimension curative de la nostalgie est complètement internalisée chez l'utilisateur. C'est ça. Tout à fait. Et c'est un manque En fait, souvent la nostalgie désigne un manque, mais là on anticipe le manque parce qu'on peut garder trace, contrairement à nos générations où parfois la cassette VHS là elle marche plus, puis il faut que j'attende vraiment longtemps. Ça fait un peu le lien avec les temporalités que Amanda Lotz évoquait ce matin aussi. Je me demande si je peux juste rebondir là-dessus. En fait, j'ai bien aimé la distinction entre tourisme et carte postale parce que ce qui distinguait un peu, comme je faisais la blague à Carl, je dis moi aussi je suis jeune alors parce que j'en prends mais je ne partage pas. Est-ce que c'est cette dimension-là qui diffère entre les générations? Il y a du tourisme, mais on ne l'envoie pas en carte postale. Il n'y a pas nécessairement de partage. Nous aussi, on pensait au départ qu'il allait y avoir systématiquement du partage, mais quelquefois, c'est juste pour l'avoir dans son téléphone, et quelquefois, on ne va même jamais le regarder. Mais c'est juste de l'avoir avec soi et puis de pouvoir le transporter partout où on va. C'est comme une boîte souvenir, peut-être plutôt que... C'est pour ça, Winnicott. Est-ce que vous le remarquez chez d'autres générations aussi? C'est vraiment... Puis en fait, je me demandais aussi le 18-26, on entend souvent du 18-35. En fait, c'était 18-25 qu'on voulait faire, mais une participante s'est trouvée qu'elle avait 26 ans, puis elle l'a dit au moment, et bon, on l'a gardé quand même. Mais je pense que si on regarde en termes au niveau statistique de pratique, entre le 18-25 et 25-35, il n'y a pas une si grosse différence. Puis plus vieux que 35, disons, ça existe moins. Ça reste à faire. Ça reste à faire, oui. On a déjà quelqu'un qui voudra participer. Moi, j'ai 36, fait que il faut qu'on aille vite déposer une demande de subvention. Ma mère fait ça. Ma mère m'en envoie. Quand on partage un visionnement, c'est Non, je pense que ce n'est pas forcément une question générationnelle, mais aussi très éventuelle, la façon de s'approprier tel contenu, ce n'est pas les mêmes, et que aussi ce qu'on avait remarqué, qu'une personne va s'approprier peut-être une partie dans une série à laquelle on n'aura jamais pensé, d'où aussi l'idée de l'installation. Parce que souvent, justement, on avait vu avec Laurence la présentation avant, ou même pour les images souvenirs de danse, ce que on s'approprie, c'est pas forcément ce que font les autres, mais en même temps, on découvre autrement un univers. Donc, il y a un peu de ça. Donc, c'est pas une question générationnelle. Comment tu voulais réagir? Oui, non, mais vous avez répondu en fait à ma question. C'est-à-dire que je me demandais justement s'il y avait des différences d'âge, dans la mesure où 18-25 ans, c'est aussi beaucoup la séparation, ou en tout cas le début de la sortie du foyer familial, et est-ce qu'il y avait un attachement spécifique sur cette période-là en particulier à ce type de contenu doudou ou nostalgique, mais voilà, vous avez en partie répondu déjà, il me semble.
Mais c'était pas ça, le cas. par rapport aux espaces, quand même, par rapport à la famille, il y avait beaucoup de je me retrouve là, c'est comme me retrouver dans ma famille, ou Friends, c'est un peu comme ma famille, mais ça me renvoie à ma famille. Donc ça, c'était quand même présent. D'accord. Mm. D'accord. Oui, Édouard Boutet, Sorbonne Université. J'ai une question pour Laurence, parce que je trouve qu'il y a un résultat qui est hyper intéressant sur la durée de vie des contenus sur Facebook, qui est beaucoup plus longue. Oui. Et je me demandais si vous aviez essayé aussi d'interpréter pourquoi ces contenus avaient cette durée de vie. Est-ce que c'est des comportements des community managers qui repartagent? Est-ce que c'est lié aux pratiques de réception, aux algos, au format des pages? Enfin, qu'est-ce qui produit ça? Parmi les différentes propositions que tu fais, Édouard, il y a les republications, effectivement. Il y a des contenus qui sont cross-posted, des cross-posted vidéos, c'est-à-dire des contenus qui sont des marronniers et qui sont publiés chaque année, par exemple, par les community managers, qui sont les mêmes contenus et les métriques s'additionnent. Hein, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, ce n'est pas lié à cette technique-là, c'est le contenu qui continue de vivoter. Parce que peut-être qu'il y a un caractère, là c'est une hypothèse, intemporel, qui fait, et notamment Big Little Lies en l'occurrence, n'a pas été republié à ma connaissance, en tout cas on peut le voir via CrowdTangle, et il continue à circuler. J'ai vu d'autres contenus comme ça qui avaient une durée de vie, et on peut voir l'évolution des métriques sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et donc ça va au-delà même de la diffusion en replay. C'est-à-dire que ça pourrait être lié à la diffusion en replay de l'extrait quand même, et là ça va au-delà, et donc c'est ça que je trouve très intéressant du point de vue des usages. Mais pour comprendre les raisons qui font que ce contenu... Moi, la supposition que je fais, c'est parce qu'il y a une intemporalité dans celui-ci. En revanche, par exemple, ce que je n'ai pas évoqué, c'est aussi l'importance des contenus liés à une actualité sociale, notamment ce qui fait beaucoup commenter les internautes, c'est aussi évidemment les élections présidentielles, par exemple, les débats de l'entre-deux tours. Mais là, c'est évidemment lié à une temporalité sociale très précise, et il ne va pas y avoir de métriques qui vont évoluer au-delà de cette actualité précise. Alors, je ne sais pas si je réponds... mais voilà, merci pour la question. On a une question de Laurence Alain également. Non, j'ai deux questions pour les ballottomates et pour la dernière intervention. Merci beaucoup. Le colloque commence vraiment très très fort et voilà, grâce à vous. Je me posais la question pour le ballottomane, évidemment. Est-ce que vous allez, par curiosité, est-ce que vous êtes allé voir, bon, vous n'arriverez pas, investiguer autour de TikTok, voilà, juste parce qu'il me semble qu'on a des comptes vidéo, donc voilà, je me posais la question, puis Non, pas il y a encore, la mais musique, voilà. non, je pense Et que puis avec des dernières intervenantes, donc je me posais la question de la démarche de recherche et de création, comment elles ont été articulées. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux qu'on appelle de justice épistémique vis-à-vis aussi de nos résultats de recherche, notamment sur le numérique, qui sont en jeu, et comment est-ce que vous êtes acculturé à cette démarche en termes de compétences créatives, qu'est-ce que ça mobilise pour des chercheuses de développer une installation, quelles compétences sont mobilisées, et à quel moment ça intervient dans la recherche? Vous avez pensé d'emblée recherche-création, si vous avez pensé d'abord recherche et ensuite création? Non, je n'ai pas encore au départ, on n'y a pas du tout pensé. D'accord. C'est ça. Et puis c'est venu aussi avec l'appel colloque. J'ai vu, on peut proposer autre chose. Tiens, on va voilà, ça a plus donné l'idée de diffuser les résultats autrement. Donc après, on peut toujours partir du principe que quand on est en recherche, on crée, etc. Donc on peut rentrer évidemment dans cette discussion là aussi, mais je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être le souhait de donner accès autrement aux résultats de recherche. Et puis aussi, une fois qu'on a commencé à discuter de ça, de cette façon de proposer les résultats, de les partager, mais en fait, on se rend compte que les images qu'on a de la façon dont les gens visionnent les séries sont toujours les mêmes. Et si on reprend par exemple les images qui circulent du visionnement Netflix, on voit toujours quelqu'un souvent devant une télévision avec une télécommande, puis on voit Netflix sur le fond, alors que ça n'a rien à voir avec les situations de visionnement de la plupart des gens, et notamment des jeunes, c'est pas du tout ça. Et c'est toujours ces images qu'on reprend, et c'est toujours les mêmes. Donc on voulait aussi donner un peu accès à ces aspects-là. On se disait,
Et on voulait aller plus loin, mais bon, pour cette exposition, c'était trop tôt encore, mais on voudrait continuer aussi à essayer de renouveler finalement ces représentations du visionnement, parce que c'est tellement stéréotypé, puis tellement loin de la réalité, et ça ne traduit pas du tout la complexité, la façon dont les gens s'approprient les univers, comment est-ce qu'ils recréent, comment le dispositif s'intègre dans le rapport, enfin même il y a un rapport corporel au dispositif, tout ça est complètement absent des représentations. Donc il y avait aussi cette idée-là. Pour la question de TikTok, c'est vrai que pour les ballettomanes, on ne l'a pas étudié pour l'instant. Moi, je l'ai étudié pour la question des pratiques circassiennes notamment. Vu qu'en effet, on est sur format court, on retrouve une dramaturgie classique. En fait, on retrouve une dramaturgie du cirque traditionnel par ce format court et par le format numéro. Et justement, ce qui est intéressant de voir, notamment dans le cadre de la recherche-création aussi, moi, j'en fais beaucoup avec les élèves circassiens, avec les artistes circassiens, mais plus dans la practice-based research, dans la recherche artistique. C'est vrai que la question du format court est essentielle. L'étude de la communication artistique aujourd'hui et de l'autocommunication artistique est essentielle parce que on revient notamment pour le cirque contemporain qui cherche à avoir une forme dramaturgique longue, on revient sur des formes dramaturgiques du cirque classique, du cirque traditionnel, parce que justement les plateformes imposent. Et donc ce format court. Et donc on retrouve une interpénétration des esthétiques intermédiaires entre ce qu'on présente. Et donc on remarque que même nos élèves, par exemple le Centre national des arts du cirque, qui sont des circassiens de cirque contemporain, se retrouvent influencés par les plateformes. Et donc on retrouve dans les spectacles une influence esthétique des plateformes, et notamment les plateformes TikTok. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne vite, quelque chose qui est en format court et quelque chose qui fonctionne sur une heure. D'accord, c'est ça. Résultat important. J'aurais envie de faire rebondir cette remarque puis la question à Laurence. Est-ce que la question se pose aussi, tu parlais par exemple du grand oral de télévision là, qui a une audience télé assez mauvaise mais une super audience sociale. Est-ce que, et pareil pour La France en incroyable talent, tout ça, c'est des shows qui ont aussi qui se segmentent facilement, qui sont des numéros, qui sont des formats courts. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir observer une sorte de mémisation de la télévision, c'est-à-dire que de plus en plus de formats qui permettent d'être rediffusés, remédiés sur les réseaux sociaux et pas l'inverse. Oui. C'est d'ailleurs l'objet vraiment de ma recherche, c'est-à-dire de parler de la fragmentation, de l'hyperfragmentation de la télévision, mais qui n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que la fragmentation des programmes de télévision, ça existe depuis longtemps. Avec la publicité, il y a déjà un phénomène de fragmentation qui a eu lieu, et Jean-Claude Soulage en parle dans un ouvrage intéressant là-dessus. Et les variétés, c'était déjà... Et les variétés, mais même les émissions omnibus, Et cela dit, les community managers m'ont confirmé que certains contenus se prêtent évidemment beaucoup plus facilement aux logiques esthétiques, algorithmiques des réseaux sociaux numériques, en particulier la télé-réalité, je pense que je ne vous apprends rien, qui se découpe beaucoup plus facilement qu'un Capitaine Marlowe, par exemple, sur France Télévisions, qui fonctionne très bien en audience, mais qui ne fonctionne pas du tout sur les réseaux sociaux numériques. Donc bien sûr, oui, c'est lié à certains types de contenus, à la matière sémiotique dont ils disposent, et sachant qu'en plus de cela, le travail de montage est considérable. Les community managers me disaient qu'il faudrait un community manager derrière chaque dispositif, chaque compte, et ceux que j'ai interrogés gèrent en revanche 150 comptes en même temps, ce qui est impossible. Donc des fois, on voit les mêmes contenus circuler d'un dispositif à l'autre, alors que les codes ne sont pas forcément les mêmes aussi. Voilà, donc faute de temps. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, bien sûr. Si ça vous convient, on peut encore prendre quelques minutes et on mangera un peu moins. Ah bah non, mais je voulais vous remercier pour ces trois communications. Et effectivement, il y a des échos, des résonances entre les trois, mais elles ne se situent pas forcément au même niveau. Et j'ai été frappée par rapport aux deux premières communications, celle de Laurence, celle de Marie-Caroline et Gaëtan. Finalement, en vous écoutant, je n'avais pas mesuré, l'imposition rhétorique des plateformes. Et surtout d'une figure de style, qui n'est pas nouvelle et qui a existé effectivement dans les médias de flux aussi,
qui est la montée en puissance effectivement de la métonymie, est employé le terme de synecdote Marie-Caroline, hein, mais vraiment la métonymie dans le rapport au programme, par rapport aux performances, enfin, la synecdote. Et donc je me disais finalement que quelles que soient les thématiques, quels que soient les objets, quels que soient évidemment les comptes, il y avait en quelque sorte pratiquement je ne vais pas dire structurale, mais il y avait une rhétorisation effectivement des discours numériques qui se mettaient en place, qui étaient liés finalement aux affordances techniques, au format, au dispositif, voilà. Mais bon, voilà, là je réfléchissais à ça. Alors j'ai des questions maintenant, mais alors peut-être elles sont très très courtes. Je vais peut-être poser une question à Marie-Caroline Gaëtan, puis à Katharina et Christine, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, voilà. La question c'était, j'ai pas compris comment vous avez fait votre corpus de comptes, parce que j'ai pas compris si les amateurs, ils se définissaient eux-mêmes comme des ballettomanes, ou si après, quand vous avez vu, à travers les mots-clés que vous avez utilisés, vous les avez rangés sous la catégorie des ballettomanes. Dès lors, ce qui fait que, n'ayant pas compris ça, je me demandais comment vous pouviez parler du récit de soi par rapport à ces comptes-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait une figure qui était exemplaire, et vous l'avez évoqué, qui était la figure du collectionneur. Et ça me faisait penser à finalement, c'est des sémiophores, finalement, si on reprend les réflexions de Christophe Pomian, hein, ces contes-là, enfin, je veux dire... et voilà, donc je voulais donc vous revenir dessus. Et pour Katharina et Christine, merci beaucoup pour votre définition de l'appropriation qui se démarque de l'attachement. Et ça, c'est appréciable parce que souvent on confond les deux notions, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, j'aurais deux questions. La première question, est-ce que vous avez réussi à quantifier les différentes 4 formes d'appropriation par rapport à vos groupes, s'il y en a une qui est plus hégémonique que d'autres, et si finalement dans les personnes que vous avez interrogées, les jeunes adultes, si parfois ils s'autorisaient à regarder les mêmes fictions sur la télévision en dehors d'un contexte numérique classique. Et si oui, pourquoi? Enfin, je ne sais pas si c'est une question que vous leur avez posée. Alors c'est un peu particulier parce qu'en soit déjà il y a beaucoup de comptes qui ne sont pas français. Donc le terme de ballettomane, on ne le voit pas forcément apparaître spécifiquement sur ces comptes. Par contre, il y a une véritable revendication, en tout cas à la fois de son amateurisme, alors au sens amateur, au sens aussi de connaisseur, aussi d'expert de ce qu'on est en train effectivement de collectionner et de discuter. C'est plus sur Facebook à la rigueur qu'on retrouve aussi le terme de ballettomane à la rigueur, peut-être un peu moins sur Instagram où encore une fois on se base beaucoup sur l'image, beaucoup sur l'expression de l'émotion, peut-être moins sur la question de l'expertise vraiment et de la discussion critique de ce qu'on est en train de regarder, et où finalement on est plus sur un côté un peu émotionnel. Pour autant, effectivement, dans la pratique de la collection, et ça c'est intéressant aussi par rapport même à la temporalité des plateformes. Aujourd'hui, on voit que sur Instagram spécifiquement, on utilise beaucoup la story qui a une durée de vie très limitée. Sur ces comptes-là, en fait, ce sont vraiment des photos qui sont archivées tous les jours sur le feed, avec des vidéos qu'on retrouve tous les jours sur le feed. Donc il y a vraiment une volonté finalement d'agencer quelque part ces images, de se les approprier, de former une véritable collection, ce qui nous aussi nous a amené à finalement mettre ça en rapport avec les codes de la ballettomanie classique en fait, et de se rendre compte qu'effectivement c'était finalement une pratique préexistante qu'on retrouvait, alors qui effectivement sur Instagram, sur des comptes qui sont nord-américains ou d'Amérique latine, enfin un peu partout dans le monde, se revendiquent pas nécessairement de la qualification de ballettomanie, mais qui en tout cas empruntent aussi leur code. Mais par contre, c'est ça sur quelques comptes français, d'aucuns se
se disent ballettomanes par contre, notamment parce que ça existe, parce que c'est une C'est une tradition. tradition française. C'est ça. Mais par contre, on va trouver passionné de ballet pour les Anglais, par exemple, mais avec tous les mêmes codes, en fait, mais pas le terme évidemment de balletton. Par rapport à votre première question, quantifier les différentes formes d'appropriation, bon, déjà, il faut rappeler que nous, on s'intéressait au processus de construction identitaire et donc à la mobilisation de ces ressources dans ce contexte-là. Donc, on mettait l'accent sur les séries marquantes. Alors, il faut vraiment le voir par rapport aux séries marquantes qui ont vraiment marqué, où on peut raconter son histoire de vie au travers de ces séries qui ont jalonné la vie. Alors là, j'ai tous parlé des souvenirs numériques, donc ça vraiment tout le monde en parlait. L'usage à des ressources, c'est un peu moindre. L'espace transitionnel, ça on le retrouvait aussi, mais on était aussi en période de pandémie, alors c'est peut-être aussi un effet de la pandémie. Et puis après, le fait d'utiliser les séries pour comprendre son histoire ou voir la réécrire, bien que déjà quand on la comprend, on est en train de la réécrire en partie, il faut quand même avoir déjà une posture assez réflexive sur son parcours. Donc ça, on ne le retrouvait pas nécessairement chez tous et toutes. Et ah oui, et l'autre question, les mêmes fictions à la télévision. Curiosité. Mais souvent, ils n'ont pas la télévision, mais ils la regardent chez leurs parents. Donc quelquefois, ça arrive qu'on retrouve, puis il y a des séries qui font effectivement que les parents regardent aussi, mais ce n'est pas forcément ces séries marquantes qu'on regarde nécessairement avec les parents, ça dépend. Je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une dernière mini-question ou pas du tout? Vous avez tous très C'est vraiment une mini-question de curiosité. Est-ce que vous avez vu à peu près une proportion du partage d'images plutôt d'archives et si oui, d'où elles viennent des images partagées, genre de l'Inatek, ou est-ce que, voilà, les sources en fait. Puis vous avez répondu par rapport au savoir expert, je dis entre guillemets évidemment, qui peut s'échanger, mais voir quelle est la proportion, ou est-ce que c'est voilà, des nouvelles interprétations de ces grands classiques qui sont partagées. C'est une question de curiosité en fait, en proportion ce qui est présent. Au niveau des sources, justement on disait qu'ils sourcent très peu l'endroit d'où. Alors on retrouve parfois le logo de l'INA, on retrouve, voilà. Mais sinon, mais qui n'est pas voulu en fait, c'est juste qu'il y a le logo de l'INA, c'est pas qu'on cherche à donner la source. Parce qu'en fait on reprend les vidéos des autres, donc voilà. J'ai oublié la deuxième partie. Non, c'était juste la question de proportion curiosité, là, mais c'est pas... de toute façon, après il y a une majorité d'images d'archives. C'est plus ça quand même, Voilà, des grands noms, mais qui reprennent ce qu'on faisait dans la ballettomanie, c'est-à-dire qu'on écrivait des livres avec les grands danseurs, les grands ballets, et donc là on fait exactement la même chose, les grands danseurs, les grands ballets. Les anthologies. C'est ça. Eh bien, merci à tout le monde.